Faut que j'arrête avec certains des propriétaires parce qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient pas la bonne approche à mes yeux. Je me retrouvais jusqu'à des 22 heures le soir, des fois, à faire des petits travaux, alors que c'était pas du tout mon rôle. Pendant une bonne année, j'ai fait l'étude de marché. Des contacts autour de moi m'ont aidé à monter le projet. On s'est dit, bon, pour évoluer, il faut qu'on se structure, quoi. Au bout de 30-40 appartements, j'ai commencé à envisager une rémunération. Je pense que le nombre ne veut pas dire grand-chose. 10 villas dans le secteur vaudront plus que 40 studios. Donc c'est aussi la qualité des produits qui font la différence. Bienvenue dans La Conciergerie Podcast, le podcast qui t'aide à bâtir une conciergerie rentable et sereine dans la location courte durée. J'avais envie de commencer en disant « Hello les concierges », mais vraiment concierge, j'aime pas ce mot. Pour moi, concierge, c'est concierge d'hôtel, concierge en immeuble. Donc j'ai envie de dire « Hello les gestionnaires », mais attention, certains avec carte G vont dire « Non, on n'a pas le droit de dire ça ». Eh bien, je suis sur mon podcast, donc j'ai envie de dire les gestionnaires, je dis les gestionnaires. Bref, ce podcast est fait pour toi que tu débutes ou que tu gères déjà plusieurs biens. Ici, on parle concret, terrain, stratégie et méthode pour faire grandir ton activité de conciergerie. Je suis Vanessa et chaque semaine, je te partage des retours d'expérience, des conseils actionnables ou des interviews d'acteurs inspirants du secteur. Mon objectif, t'aider à passer au niveau supérieur étape par étape. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Suchet, fondateur de NC Conciergerie à Marne-la-Vallée, ancien sportif de haut niveau reconverti. Il partage avec transparence son parcours de ses débuts chaotiques à une croissance structurée jusqu'à la gestion de 55 logements en grande partie grâce au bouche à oreille. On va parler de transition de carrière, de choix stratégiques de son secteur, de gestion opérationnelle avec des arrivées physiques et ce qu'il faut vraiment pour performer dans une zone hyper concurrentielle. Un épisode hyper concret si tu veux comprendre comment te démarquer sur un marché dense, sans budget pub énorme, mais avec un vrai sens du service. Si ce podcast t'aide, pense à t'abonner, à laisser un avis 5 étoiles et le partager à quelqu'un qui se lance. Bonne écoute. Bienvenue à toi, Nicolas, dans le podcast La Conciergerie. Alors je vais, pour cette petite nouvelle intro, te présenter. C'est assez récent. Alors, tu es Nicolas Suchet de NC Conciergerie. Tu étais ancien sportif de haut niveau et tu vas nous expliquer quel était ton sport. Tu as une conciergerie depuis août 2021. Tu as un associé. Aujourd'hui, tu gères environ 55 logements à Marne-la-Vallée. Et on va parler aujourd'hui de comment tu es passé de sportif de haut niveau à gérant d'une conciergerie. Donc bienvenue à toi. Merci Vanessa. Écoute, voilà, tu m'as bien présenté. Je m'appelle Suchet Nicolas, à la tête de NC Conciergerie. Donc effectivement, je suis un ancien sportif de haut niveau dans le domaine du football. J'en ai fait mon métier pendant presque 10 ans. Et c'est vrai que j'arrivais un peu au bout d'un cycle dans le milieu du football où c'est un milieu à part entière. Et j'avais très tôt, parce que j'ai arrêté ma carrière, j'avais que 32 ans, j'avais ce besoin de faire autre chose. Je prenais plus du tout de plaisir à faire mon activité. Et puis la force des choses, je vais l'appeler comme ça, parce que c'est vrai que je suis tombé un peu dedans et beaucoup de signes du destin ont fait que j'ai vu que dans mon secteur il y avait matière à faire. J'ai ouvert ma conciergerie il y a 4 ans bientôt. Et puis on a une évolution qui d'année en année est assez croissante, donc on se plaint pas. C'est un tout autre domaine, mais qui est tout aussi passionnant, parce que je vois qu'il y a quand même matière à faire dans cette activité. Ok. Pour le côté sportif de haut niveau, tu vivais de ça avant ? Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, ça a été mon métier pendant une dizaine d'années, où j'ai eu cette chance avec ma femme et mes enfants de voyager. Alors on est resté en France, mais ça nous a permis aussi de savoir qu'il y avait des beaux endroits en France dans lesquels on se sentait très bien. Donc j'ai joué dans un club pendant 3 ans au centre de la France, près de Clermont-Ferrand. Après j'ai eu une expérience à Lyon, une expérience de plusieurs années sur Le Mans, avec qui ça a été un pied dans le monde du professionnalisme, on va dire ça comme ça, puisque j'ai joué jusqu'en troisième division. Et puis après je suis rentré gentiment parce qu'il fallait quand même une stabilité sur la vie de famille, parce que ça reste un métier de passionné où nous on en profite, mais la vie de famille est assez compliquée en termes de stabilité. Et je suis rentré en Île-de-France et puis après on a reposé nos valises dans l'endroit qui est la Seine-et-Marne, où on a grandi avec ma femme et où on s'y sentait le mieux, quoi. Ok. Et à quel moment tu t'es dit je vais développer une conciergerie ?
Bah, en fait, ça, c'est comme je te disais au début, c'est venu un peu naturellement. C'est-à-dire qu'avec ma femme, on a des investissements, mais alors on n'a pas investi en Île-de-France, on a investi sur le secteur du Mans, où on a fait d'énormes rencontres qui nous ont permis de faire ces investissements. Puis à un moment donné, c'est poser la question de se dire, bon, il y a un événement particulier qui est sur le Mans, qui est les 24 heures du Mans, qui suscite beaucoup d'intérêt, où il y a beaucoup de voyageurs. Puis j'ai commencé par une étude de marché, tout en étant encore en activité. Cette étude de marché m'a fait comprendre que bon, on allait rester sur le principe de la location courte durée, mais j'ai poussé cette étude de marché sur le secteur où on était, quoi, de collé à Disney, de Marne-la-Vallée. Et là, je me suis dit, il y a quand même, il y a matière à faire. C'est beaucoup plus intéressant. 20 millions de touristes à l'année. Voilà, c'est une zone qui est très touristique. Le prix de la nuitée restait intéressant. Et donc, pendant une année, en fait, j'ai étudié le projet avec des petits signaux qui sont venus à moi, notamment un appartement en face de chez moi en location courte durée. Avec le Covid, parce que c'était à cette période-là où on a quand même eu, bon, c'était un peu compliqué au niveau du marché, mais on a eu un appartement en face de chez nous qui a fait cette activité. Et puis à chaque problématique, je l'ai noté, c'est-à-dire que bon, on a tout eu, on a eu de la famille qui a essayé de rentrer dans notre appartement. Où j'ai ma femme qui m'appelle en me disant mais est-ce que c'est toi qui as essayé de rentrer? Non, donc c'était les locataires qui avaient mis la clé dans la mauvaise serrure. J'ai eu également des jeunes qui sont venus un peu faire la fête et faire des anniversaires, donc on s'est retrouvé avec des litiges entre la propriétaire occupant, un locataire en location longue durée, et puis pareil pour moi, où on s'aperçoit qu'il y a des discours où tout le monde a raison quelque part parce que tout le monde a payé à sa hauteur. Et donc en fait voilà, progressivement, j'ai tout noté en disant voilà qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'éviter ce genre de situation. Et puis naturellement le projet a fait son chemin et puis est arrivé pendant une bonne année j'ai fait l'étude de marché. Puis j'ai vu que voilà des contacts autour de moi m'ont aidé à monter le projet et puis au début je me suis lancé un peu tout seul avec je pense tu le connais les joies de tout faire tout seul pour tester. Et puis après progressivement on s'est dit bon, pour évoluer, il faut qu'on se structure, quoi. On va détailler tout ça. Mais je veux dire, ta transition, elle s'est faite nette ou tu as commencé à te développer en étant toujours sportif à côté? Non, elle s'est faite nette. C'est-à-dire que j'ai beaucoup trop de respect pour le milieu dans lequel j'étais pendant 10 ans pour continuer à ne plus prendre de plaisir comme je le faisais. C'est-à-dire que dès le début de la saison, je suis rentré, j'ai un peu expliqué la situation autour de moi, à ma famille, à ma femme, en disant je pense que cette année, c'est la dernière. Bon, le Covid est passé par là, donc ça a été très compliqué, même l'année après le confinement, où nous, on avait des tests, enfin, c'était très compliqué, donc c'était pas une année complète. Mais ce temps-là, en fait, si tu veux, il m'a permis de travailler sur le projet. Et puis après, je me suis lancé, quoi, je me suis mis à mon compte. Ça me paraissait très compliqué d'être encore sportif et faire cette activité, parce que voilà, faut partir d'une page blanche. Et il faut être présent. Pour moi, il faut être présent. Donc, je voulais pas faire les choses à moitié le foot et à moitié la conciergerie, quoi. D'accord, ouais, je vois. Du coup, tu as démarré août 2021, c'est au moment où ça a été officiellement ouvert, c'est ça? C'est ça. Août 2021 officiellement ouvert. Et puis après, progressivement, les démarches. J'ai rentré mon premier appartement en octobre 2021, avec lequel j'ai commencé à travailler. Donc si tu veux, ça a été quelque chose où ça a été plutôt linéaire. C'est ça qui est bien, c'est que ça n'a pas été tout d'un coup, où j'ai voulu regarder et faire mon expérience au début. Et puis au final, beaucoup de bouche à oreille ont fait que rapidement, au bout de 2-3 mois, une fois que la première propriétaire est rentrée dans la structure, elle avait des sœurs qui elles aussi faisaient cette activité. Et puis naturellement, 4, 5. Et puis, et comme je faisais tout moi-même, je l'ai fait dans un premier temps pour faire en sorte de prendre l'expérience, mettre des procédures ménage en place, etc. Ce qui m'a permis de ne pas me noyer dans l'activité, quoi, clairement. Clairement. Et comme je disais au début en te présentant, tu as un associé aujourd'hui. À quel moment tu as peut-être cherché, ou peut-être c'était une opportunité, tu vas nous dire d'ailleurs, à quel moment ça s'est arrivé, cette opportunité-là? L'idée était déjà présente, c'est-à-dire qu'à la base, pour la petite histoire, j'ai un frère jumeau, donc on s'était dit, allez, on se lance dans cette aventure-là, on le fait tous les deux. Lui, dans son activité, voilà, je l'ai senti qu'on n'avait pas le même caractère.
voilà, lui, sa petite zone de confort, il voulait la conserver. Moi, non. J'en suis sorti. Donc, naturellement, ça s'est détaché. Donc, pendant 1 an et demi à peu près, j'étais tout seul dans l'aventure. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille parce que c'est vrai que sportif de haut niveau, le rythme, on s'entraînait le matin, mais les après-midi, j'étais à la maison, je m'occupais beaucoup des enfants. Le week-end, une fois sur deux, on avait un déplacement. Là, moi, j'étais quand même sur le terrain jusqu'à très tard parce que dans ma méthode et ma vision des choses, c'était vraiment sur une approche complète de la conciergerie. Et puis, à un moment donné, au bout d'1 an et demi, j'ai un ami avec qui j'étais resté en contact, qui est arrivé au bout de son activité lui aussi, et qui m'a dit, écoute, ton projet m'intéresse, est-ce que tu cherches un associé? Et donc, naturellement, pour pouvoir un peu me dégager du temps aussi, parce que je faisais du 7/7, hein, moi c'était du non-stop, il n'y avait pas d'heure, il n'y avait pas de jour de repos, voilà. Et je me suis dit, bon, l'approche, c'est que je ne cherchais pas juste un associé avec un capital. Je cherchais un associé présent avec une approche qui lui appartenait, de la vision de ce métier-là, même s'il n'avait pas mon expérience. Parce que malgré tout, j'estimais que je n'avais pas la science infuse, mais son regard extérieur m'a permis aussi de modifier pas mal de choses. Et c'est vrai qu'on est hyper complémentaires. Aujourd'hui, ça va faire bientôt 2 ans qu'on est ensemble dans cette aventure. Mais pour moi, c'est essentiel d'avoir un regard nouveau sur un projet où on a la tête dans le guidon tous les jours. Et je pense que voilà, s'élever un peu, écouter, échanger, m'a permis aussi de mettre beaucoup de choses en place que je n'aurais pas forcément mis sans sa présence, quoi. Ouais. Et du coup, est-ce que ça venait aussi du fait que tu te sentais peut-être un peu débordé tout seul et que tu as voulu avoir une personne pour t'épauler, ou c'était juste vraiment pour avoir un autre regard extérieur? Objectivement, franchement, j'ai aucun problème à le dire. Ouais, je pense que dans la vision où je voulais aller, je préférais déléguer à quelqu'un de confiance qui avait la vision et la mienne. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout seul, dans cette aventure, je n'aurais pas pu avoir l'évolution que j'ai aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de choses à gérer. Dans l'opérationnel, avec les petits travaux, la communication avec les propriétaires, la communication avec... même si aujourd'hui, il y a l'automatisation de pas mal de choses, mais je pense qu'à vouloir garder la main sur tout et maîtriser tout, une journée n'est pas suffisante. Et le fait d'être deux, aujourd'hui, clairement, on arrive à avoir cette communication et cette réactivité sur les problématiques et les questions qu'on a au quotidien. Mais... Pour rassurer les auditeurs, ça ne veut pas dire qu'il faut être forcément deux pour une conciergerie, mais c'est plus facile, effectivement, ou on va plus vite, du moins, surtout quand on est complémentaire, quand on s'associe. Est-ce que tu as une idée de combien tu avais pu signer de logements avant de t'associer? J'en ai eu tout seul la première année, j'en ai eu 22. Ok. J'en ai eu 22 et ça a été une vraie claque parce que j'ai dû arrêter avec 10 propriétaires. Ah oui. J'ai dû arrêter avec 10 propriétaires parce que non pas que je ne gérais pas, mais mes services à côté, notamment le service de ménage que j'ai noyé à prendre en une année parce que je travaillais à l'époque avec une société qui se lançait comme moi dans l'aventure. Naturellement, cette personne-là, à la base, qui était indépendante, qui s'est mise en société, qui a recruté, les arrivées également, puisque moi, il y a toute une structure autour de ça, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'arrivées sur des périodes où c'était important. Donc, en fait, je me suis dit, je me suis développé, c'est bien, mais je suis en train de noyer tout le monde, et ma qualité, je trouve, est en train de baisser. Et donc, naturellement, voilà, la projection a fait que je me suis dit, non, faut que j'arrête avec certains des propriétaires, parce qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient pas la bonne approche à mes yeux, qui étaient vraiment sur, allez, Nicolas est là, il gère, alors que, voilà, nous, on est là pour gérer les locations, mais les à côté, voilà, je me retrouvais jusqu'à des 22h le soir, des fois, à faire des petits travaux, alors que c'était pas du tout mon rôle, quoi. Ouais. C'est bien que tu aies cette honnêteté de dire qu'au départ, ça a été difficile parce que tu as eu beaucoup, en fait, de biens très vite. Et de structurer, c'est pas toujours évident quand on a beaucoup de biens d'un coup. Donc, top. Donc après, tu as enlevé, on va dire, une moitié de tes logements. Tu as structuré et c'est à ce moment-là que tu t'es associé? C'est ça. Et à ce moment-là, naturellement, les choses se sont faites.
avec pas mal de process qu'on a mis en place, avec énormément de choses. On a quadrillé le service de ménage, on a quadrillé le service d'arrivée, avec une satisfaction client qui pour nous est la priorité. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt sur le côté opérationnel de rassurer les propriétaires qui ont sans cesse des questions, des interrogations. Et nous, la transparence, voilà, elle est omniprésente avec nos propriétaires. Et mon associé aujourd'hui, lui gère tout ce qui est la partie un peu plus équipe, retour client, guest. Et c'est vrai que le fait qu'on soit deux à gérer ces parties qui sont totalement différentes, mais qui font partie du métier clairement, hein, parce qu'on doit aussi bien répondre à la satisfaction de nos propriétaires, mais aussi bien à la satisfaction de nos guests. Honnêtement, on va moins vite. Je vais te dire, on va moins vite, mais c'est linéaire et on noie personne. C'est-à-dire que quand on a une projection sur, là, tu vois, ces derniers temps, là, on a une projection de rentrer 6 produits. On sait que ces 6 produits-là, on fait le point sur le staff ménage, on fait le point sur le staff équipe arrivée, voilà, on fait en sorte d'être prêt pour les accueillir. Est-ce que tu connais le nombre de conciergeries à Marne-la-Vallée? Exactement, non, parce que aujourd'hui, il y en a beaucoup, hein. Franchement, il y en a beaucoup. Après, j'essaie de cibler mes concurrents, c'est-à-dire qu'il y a des conciergeries que je vais appeler, moi, les conciergeries qui sont un peu pionniers dans le secteur, qui sont là depuis 10 ans. Il y a les conciergeries, tout ce qui est nouvelle conciergerie, mais qui n'ont pas forcément une approche différente de ce qui existe déjà. Donc, je vais te dire aujourd'hui, de vrais concurrents solides, on est une dizaine. Ouais, je m'attendais à plus. Alors, tu parles de concurrence solide, hein, bien sûr, mais je pense qu'au global, il y a plus que le double, à mon avis, même voire le triple. Oui. Si je te posais cette question, c'est parce que on sait que Marne-la-Vallée et même l'Île-de-France en général, c'est quand même une zone très concurrentielle en termes de conciergerie. Comment toi et ton associé, vous avez mis en place des stratégies pour vous différencier? Enfin, qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors moi l'idée, elle a été tout de suite le service. C'est-à-dire, nous, notre stratégie, c'était de se démarquer de cette concurrence qui existe déjà, où ils avaient des collaborations solides, notamment avec des promoteurs immobiliers, et puis ce sont des agences immobilières, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils avaient directement le contact propriétaire, chose que nous, on n'avait pas, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de vendre le produit, de leur proposer une solution, que ce soit de la location longue durée ou courte durée. Et ça, c'est sûr que moi, aujourd'hui, en tant que conciergerie, je ne vends pas et j'achète, et je loue pas en location longue durée, donc j'avais quand même du retard. Donc, naturellement, pour me sortir de cette concurrence et faire en sorte que je tire mon épingle du jeu, ça a été le service. Et notamment, on en parlait juste avant, l'arrivée physique qui m'a permis de me démarquer de cette concurrence parce que très peu, voire quasi personne, le propose. Je te parle pas des conciergeries qui sont basées sur Paris, par exemple, et qui délèguent une bonne partie des choses. Et même des conciergeries, si je peux les appeler comme ça, qui font des arrivées en distanciel. Aujourd'hui, moi, ce service-là m'a clairement démarqué de la concurrence et très rapidement. Et j'ai remarqué que c'est ce que beaucoup de propriétaires cherchent. Parce que beaucoup, mais ça c'est beaucoup les détracteurs de cette activité pensent que les propriétaires se désintéressent de ce qui se passe dans leur appartement et ont un désintérêt du voisinage, mais beaucoup sont soucieux et font extrêmement attention à ce qui se passe dans leur appartement, malgré que ce soit de la location. Et c'est vrai que ce service-là, tout de suite, m'a permis de me démarquer. Et le bouche à oreille, voilà, comme je te disais au début, les 20 appartements, je les ai eus que sur du bouche à oreille parce que ce service-là me démarquait clairement, quoi. Tu parles de l'arrivée physique, hein? Ouais, clairement. Ouais. Ok. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés avec ce service de mettre l'arrivée physique en place? Parce que j'imagine que c'est quand même une sacrée organisation et il faut des personnes disponibles. Ouais, c'est ça. En vrai, ça s'est fait naturellement. Au début, on a commencé, et je te le dis sincèrement, mon voisin d'en dessous, qui avait des grands problèmes avec la location courte durée, parce qu'il habitait juste en dessous d'un appartement qui faisait cette activité. Lui, par exemple, il était dans la restauration. Et puis voilà, il a fait le calcul rapidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il voyait son taux horaire sur une heure de service. Je lui ai parlé, parce que aujourd'hui, nous, sur l'aspect un peu, pas fiscalité, mais sur l'aspect un peu financier, nous, ce sont que des indépendants, si tu veux.
que le fait qu'il soit auto-entrepreneur dans une activité, il a fait les démarches pour devenir prestataire de service dans la location courte durée. Et bah, lui, il a fait son ratio, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faisait en une arrivée potentiellement ce qu'il faisait sur une heure de service. Donc naturellement, quand j'ai vu qu'il y avait il parlait anglais, et moi en parallèle, bah au final, ça s'est fait naturellement, une équipe s'est créée, ça les intéressait, c'était un complément de revenus souvent parce qu'ils avaient une première activité de base, avec un modèle économique un peu spécifique, mais ça les intéressait. Et aujourd'hui, nous, on cible, par exemple pour les arrivées, on a des étudiants, on a des gens qui ont ça en complément de revenus avec une deuxième activité, et on s'aperçoit que ça intéresse et les gens aiment bien, hein, au final. Et c'est des personnes qui font exclusivement ça en complément de revenus, ou il y a des personnes qui ne font que ça? Non, ce ne sont que des compléments de revenus. Bah, les étudiants, oui, ils ne font que ça parce qu'ils sont à l'étude, ils ont leurs études la journée. On s'adapte, hein, parce qu'en plus en ce moment ils sont en plein partiel, donc on essaye de s'adapter. Mais en fait, je trouve que dans notre fonctionnement, on n'impose rien à personne, mais les gens sont demandeurs. C'est-à-dire qu'ils apprécient le contact client. Nous, on doit avoir un côté irréprochable aussi sur les appartements, parce que ça leur mâche un peu l'accueil. Mais si tu veux, beaucoup le prennent comme un deuxième boulot. Et j'ai une personne qui est là depuis le départ. Les deux premières personnes qui faisaient avec moi les arrivées, il y en a une qui est passée à autre chose, mais aujourd'hui, j'ai une personne qui m'accompagne depuis le départ. Et lui, il s'y retrouve et il est content. C'est vrai qu'il y a plein de petits jobs depuis un certain temps où on peut être indépendant et faire des missions. Et par exemple, faire des arrivées dans les conciergeries, ça en fait partie. Il n'y a pas que, hein. Nous, par exemple, je les challenge sur de la bagagerie. Par exemple, il y a des clients qui ont besoin de cette bagagerie. Alors nous, il y a plein d'options, hein, mais le fait que ce soit l'hôte qui prenne en charge la bagagerie parce que le guest veut aller à Disney la journée, qu'il est arrivé à 9h et que nous, dans l'organisation, c'est pas possible de les accueillir avant, et ben le fait de leur dire qu'on vient récupérer la bagagerie là où ils souhaitent, c'est-à-dire au port de Disney, qu'on les met en sécurité dans nos bureaux le temps que le service de ménage soit en action et qu'on leur mette à disposition avant leur arrivée, bah pareil, les personnes qui sont en charge des arrivées et qui sont disponibles le font. Donc si tu veux, là-dessus, en fait, ce service-là, voilà, on essaie de s'adapter. Il y a de la demande, on adapte l'offre. Et c'est vrai que, bah, comme je te disais, il y a tout un écosystème qui se met en place auquel on essaye d'être réactif, quoi. T'as d'autres services comme ça à nous partager que tu mets en place? Écoute, au début, j'ai essayé beaucoup de choses, notamment Pâques anniversaire, Pâques Saint-Valentin. Enfin voilà, j'ai testé. Moi, honnêtement, j'ai testé, mais aujourd'hui, ce qui fonctionne le plus, c'est la mise en relation du transfert d'aéroport et la bagagerie, qui sont deux services qui ont le plus de réceptivité, on va dire, sur ce qu'on propose, quoi. Ok. Et les départs sont autonomes par contre? Les départs sont autonomes, sauf pour les gros produits où on a un vrai check-out. Mais oui, les départs sont autonomes. Au moment des check-in, on leur explique la procédure à respecter. On a toute une procédure de départ qui est assez, on va dire assez simple, hein, mais basique. Les poubelles à jeter et leur vaisselle à faire. Et après, derrière, tout se fait en autonomie, puisqu'on ne veut pas les stresser. Entre le stress du départ, l'avion, machin et tout, on veut pas que ce soit un agent qui soit là devant à les attendre et à dire allez, faut y aller. Voilà, là c'est. Bien sûr. Voilà. Comme ça, les voyageurs partent quand ils ont envie, quand ils sont prêts. Comment ça se passe pour la récupération des clés? Il y a une boîte à clés du coup quand même? Non, en fait, on met une boîte à l'intérieur. On a un deuxième jeu de clés où c'est le service de ménage qui le récupère. Cette clé est récupérée au moment du ménage et le service de ménage le met à disposition pour les agents d'accueil. Pour l'arrivée. Donc nous, le service de ménage, c'est un timing un peu précis. Mais là, ils ont un nombre d'appartements à faire dans la journée. On ne dépassera pas plus. C'est 3 maximum et en fonction de la superficie. Et les femmes de ménage et le service de ménage les mettent à disposition au niveau d'une boîte aux lettres ou alors au bureau pour que les agents d'accueil, à partir de 15h30, les aient à leur disposition et soient en action à partir de 16h pour le départ des arrivées. Du coup, faut forcément une porte qui se ferme de l'intérieur. Enfin, il faut claquer la porte, ok. Voilà, on a cette chance-là. C'est que beaucoup des appartements ont cette option-là. C'est-à-dire qu'une fois que c'est claqué, il n'y a pas, c'est pas verrouillé, mais il n'y a pas possibilité de rentrer comme ça
C'est facilement. dangereux ces portes-là. J'en ai déjà eu malheureusement Ouais. un petit problème comme ça dans ma conciergerie. Le client qui laisse les clés à l'intérieur et qui part pour la journée. On est bien embêté. Ça nous arrive. Après, encore une fois, c'est de la responsabilité de tous, hein. C'est sûr que, en plus, le problème dans ces cas-là, c'est qu'il faut attendre leur retour. Eux, ils se stressent. Ah, on a claqué, mais pour autant, Il y a le double. voilà, on revient à 22h, 22h30, mais nous, faut aller chercher le double et faut les attendre à cette heure-là. Parce que nous, on est conditionné beaucoup avec les horaires de Disney, c'est que ça. Ou alors, ils sont à Eh Paris. ouais. Et autant dire que les retours, bah, ils reviennent tard, quoi. Hmm. Ouais, donc ceux qui font les accueils, ils doivent être un peu dispo sur des heures précises, 15h30, 22h, quoi, c'est ça? Plus tard, il n'y a pas d'horaire. Alors, il y a une horaire de départ, mais il n'y en a pas de fin. C'est-à-dire qu'on s'adapte. Et encore une fois, c'est tout un modèle économique où nous, nos horaires classiques, et au début, j'ai fait cette expérience, et c'est de ma faute, hein. Au début, j'avais pas mis d'horaire. C'est-à-dire Hmm. que, autant dire que quand j'avais mes 5 premiers appartements, je connaissais le timing. 22h était le dernier show de Disney. Bah tous les guests arrivaient à cette heure-là, sauf que bah ils sont fatigués, il est 22h et j'ai pas mis d'horaire spécifique et je faisais attendre les clients et je me suis retrouvé dans une situation où bah encore une fois avec le recul, je me suis dit bah non, on va faire un peu comme les hôtels, on va mettre des horaires 16h 20h, passer ces horaires-là, on va réfléchir à une majoration puisque on le justifie sur le fait qu'il y ait un agent d'accueil Hmm. qui vient accueillir le client. D'accord. Ok, ouais. Parce qu'au début, c'est sûr que si tout le monde arrive à la même heure, je faisais les arrivées sur les villas l'été, on peut pas être partout au même endroit, enfin Non au non même et puis moment. il y a la fatigue, il y a le temps de trajet. Eux, ils ont Ouais. passé essentiellement la journée à Disney, ils veulent en profiter le maximum. Et quand il est 22h et qu'il faut qu'ils attendent 10 minutes, un quart d'heure, bah l'expérience client elle est catastrophique dès le départ. Donc vraiment, non, non, on a structuré, j'ai appris, hein, parce que c'est vrai que c'était pas du tout mon domaine, et on a mis des choses en place qui aujourd'hui, euh, bah, on s'y accommode, hein. Les Hmm. clients, on les écoute. J'ai même, moi, sur des échanges de confrères, ils me disent, c'est moi qui impose l'heure d'arrivée. Bah moi pour le coup je leur laisse le libre choix d'arriver, mais c'est vrai que bah ça m'a coûté de comprendre et d'avoir le bon modèle à ce niveau-là, quoi. Bien sûr, ouais. C'est souvent en faisant quelques erreurs ou qu'on se rend compte qu'on peut mieux faire, Ouais, ouais, c'est clair. effectivement. Parfait. Donc en fait, tu t'es différencié finalement avec le service d'arrivée physique, de service aussi de bagagerie. Est-ce que il y a autre chose ou on passe à la question suivante? Bah je pense qu'il y a deux choses dans le modèle économique qui est aussi important, c'est tu sais, ici dans notre secteur, beaucoup de propriétaires font ça parce que Disney est là depuis un long moment, beaucoup font ça. Il y a aussi 32 ans. ouais, c'est ça. Déjà, déjà. Et c'est vrai que si tu veux, beaucoup ont des expériences qui sont un peu partagées et mitigées. Moi, par exemple, dans mon modèle économique, je n'ai pas le droit, je n'ai pas la carte G d'encaisser mes revenus. Et c'est vrai que le fait que je travaille en toute transparence avec mes propriétaires à ce sujet-là, c'est-à-dire que c'est eux qui les encaissent et qu'après, ils reçoivent qu'une facture en début de mois, il y a quand même une vraie relation de confiance qui s'installe. Et je trouve que ça aussi, ça fait aussi la différence dans le choix de son prestataire. Le contrat aussi également. Mon contrat, moi, j'ai confiance en ce que je fais. Ça a fait ses preuves. Moi, je suis sur un contrat qui est de 3 mois. Les 3 premiers mois sont engageants. Passé ce délai-là, ils sortent quand ils veulent. Donc, si tu veux, c'est vrai que tous ces éléments-là, mis bout à bout, font que j'arrive à vraiment me démarquer Hmm. de cette concurrence. C'est le service, comme je te dis, la bagagerie, le transfert d'aéroport, c'est plus pour les guests. Mais voilà, ce qu'il y a autour, notamment l'arrivée physique, le contrat et l'engagement, tout ça, c'est plus la partie propriétaire avec qui je dois gagner leur confiance et qui font que c'est des facteurs aujourd'hui où la différence, elle se fait là-dessus. Et puis, je suis ici, quoi. Je suis un enfant d'ici, je connais le secteur, localement, je suis implanté. J'ai de la réactivité en cas de problématique. Et que ça aussi, ça fait la différence dans le choix de sa conciergerie. Ouais. Et du coup, 55 logements par le bouche à oreille ou il y a eu aussi d'autres actions mises en place? Non, essentiellement par le bouche à oreille. Aujourd'hui, euh, j'ai minimisé les réseaux sociaux, j'ai minimisé le site internet parce que bah, en 3 ans, j'avais trouvé mon rythme de croisière. Là, aujourd'hui, je veux connaître la force de ces éléments-là. Je teste.
Clairement, je teste. C'est pas quelque chose dans lequel je suis très à l'aise, mais on essaye de s'adapter. Oui, l'intérêt aujourd'hui, c'est de se dire que on va essayer de s'ouvrir justement aux propriétaires s'ils veulent taper conciergerie sur Marne-la-Vallée, c'est de nous trouver via ce biais-là. Parce que avant c'était oui, je vous appelle de la part d'un tel, je vous appelle de la part d'un tel. Et ça fonctionnait, quoi. On sait que la partie financière, c'est un peu le nerf de la guerre en conciergerie. J'ai interviewé des conciergeries qui avaient 30, 40 logements qui se rémunéraient pas, mais parce qu'en fait, ils réinvestissaient dans leur société, ce qui n'a pas toujours été bien compris d'ailleurs par certains auditeurs. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu te rémunères et depuis combien de logements, à peu près, tu arrives à te rémunérer, si c'est le cas? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Après, c'est vrai que le sujet est un peu important et tu as raison de le traiter parce que je pense qu'on voit beaucoup de choses passer sur Internet en disant tu veux une liberté financière autour voilà, de toutes ces choses-là. C'est vrai que c'est un vrai sujet important. Moi, j'avais pas de pression financière au début puisque j'avais mon chômage et que j'étais parti dans une approche où tout l'argent que j'engageais et que j'engendrais restait dans le développement de la société. Donc pendant plus de 2 ans et j'ai été tout de suite honnête avec France Active maintenant, je crois. Ouais, Pôle emploi, quoi. Pôle emploi, en disant que voilà, je développais mon activité et que donc naturellement, quand mon chômage s'est arrêté, j'avais déjà une vingtaine de produits. Et on va dire, objectivement, au bout de 30, 40 appartements, j'ai commencé à envisager une rémunération, pas avant. Okay. Pas avant, parce qu'encore une fois, je pense que le nombre ne veut pas dire grand-chose. Demain, je pense que, et tu peux m'arrêter avec ton expérience et si tu n'es pas d'accord, mais par exemple, si demain 10 villas dans le secteur vaudront plus que 40 studios pour moi. Évidemment. Voilà. Donc c'est aussi la qualité des produits qui font la différence. Et c'est vrai que ouais, à partir de 35-40 appartements, aujourd'hui, j'ai envisagé de me rémunérer clairement. D'ailleurs, on n'a pas parlé des typologies que tu avais de biens. Tu as de tout ou tu as plutôt des appartements? J'ai de tout. Après, encore une fois, là-dessus, on est en réflexion constante, c'est-à-dire que la maison a son lot de problèmes, ou les villas ont leur lot de problèmes, où on s'aperçoit que la saisonnalité sur des gros produits n'est pas la même que sur un appartement type T3, où on va avoir une rotation assez annuelle. Ça va être récurrent et linéaire au niveau des revenus. La villa va beaucoup marcher l'été, mais l'hiver, on va faire un peu plus ce que j'appelle, entre guillemets, du social, et nous, on a cette approche-là de regarder les profils, de faire attention qui loue. Et souvent, l'hiver, il suffit que la villa ait une piscine qui n'est pas chauffée. Il n'y a pas les mêmes avantages. Donc, naturellement, le prix de la nuit baisse. La clientèle, il y a plus de demandes, il faut faire attention, il faut être vigilant. Donc, si tu veux, j'ai de tout. Aujourd'hui, j'ai de tout avec une stratégie où naturellement le studio, le T2, on va être sur une rentabilité qui est plus faible, mais naturellement on s'aperçoit que le coût de linge et les coûts en corrélation sont moins importants aussi. Ouais. Ok. Autre sujet, l'Île-de-France. Il y a quand même des grosses réglementations sur la location courte durée. Est-ce que toi tu es impacté par ça? Qu'est-ce qu'il y a comme règle qui peut impacter la location courte durée aujourd'hui? Oui, je le suis parce que au niveau du Val d'Europe, le secteur où nous sommes, ça a été une longue bataille juridique, honnêtement. Là, le Val d'Europe Agglomération a mis des choses en place à partir de cette année. C'est passé parce qu'ils ont été déboutés à ça doit faire 7-8 ans qu'ils essayent de mettre des choses en place et à chaque fois, c'est rejeté. Cette année, c'est passé. Après, voilà, j'ai un avis un peu sur la question. Je pense que c'est normal. Il faut structurer un business qui a une dizaine d'années où on voit de tout, c'est important. Préserver aussi les personnes qui vivent dans le secteur parce que chaque professionnel a une approche qui peut être différente. Donc je pense que l'idée c'est d'un peu d'unifier les idées et les approches pour que justement il y ait toute une réglementation. On s'adapte. Moi je pense que ça passe beaucoup par de la communication et c'est ce qu'on essaye de mettre en place nous clairement. Après qui plus est en plus maintenant avec la loi Le Meur qui pointe le bout de son nez et qui, je pense, met dans le flou et attise un peu la haine, je pense, parce que là, j'ai suivi pas mal d'AG auxquels je me suis proposé de participer. Je m'aperçois qu'il y a quand même beaucoup d'idées arrêtées et d'a priori, mais aussi de vécu, attention, toutes les expériences sont bonnes à entendre.
Et c'est vrai que moi, le conseil et les choses qu'on a mis en place, nous, depuis le début, c'est la relation avec le voisinage. Clairement, je pense que beaucoup de personnes qui font cette activité ont envie de préserver, mais n'ont pas la bonne méthode. C'est-à-dire qu'on le fait un peu dans le dos de tout le monde, pas vu, pas pris, on le fait, mais on communique pas en ce sens-là. Aujourd'hui, moi, c'est ce que je dis à tous mes propriétaires. Vous faites cette activité, vous faites des demandes, c'est des déclarations avec des numéros d'autorisation. Vous n'êtes pas hors la loi. Donc, avoir une approche un peu en communication permanente avec le voisinage, à expliquer que en cas de problème, on met des choses en place et que les gens qui ne respectent pas à 22 heures votre tranquillité, on a cette autorisation et on a la possibilité de faire le nécessaire pour arrêter un séjour. Voilà, on s'aperçoit quand on a une approche qui est complètement différente, on a une écoute et pourtant c'est basique, hein. Pour moi c'est le b.a.-ba, hein. Et on s'aperçoit qu'au niveau du voisinage, y a de la réceptivité, quoi. Et pareil, faire des démarches auprès du syndic, dire qu'à un moment donné, montrer patte blanche à expliquer comment vous travaillez, vous permet d'avoir une certaine forme de tranquillité. Parce que quand on regroupe les informations, que ce soit la commune, que ce soit une copro, que ce soit les voisins très proches, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, elle est compliquée chaque jour. Et on a tous besoin d'avoir cette tranquillité de travail. Et je pense que montrer patte blanche, voire même en faire beaucoup plus, auprès de toutes ces personnes, vous permettre d'être assez tranquille, même si sur la théorie c'est mes mots, mais après c'est pas souvent évident. Ouais, on fait avec, hein, de toute manière, on n'a pas trop le choix. Mais ok. Parfait. Est-ce que, une dernière question pour la fin, une question un peu bonus, on va dire. Est-ce que tu es fidèle auditeur du podcast? Oui. Alors moi je t'ai suivi par la force des choses. Je vais être très honnête avec toi. Je t'ai suivi via Instagram. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup ce que tu proposais. On s'est vu lors de cette convention. Et puis je suis pas quelqu'un qui d'habitude fait une première approche. Et j'ai souhaité te rencontrer parce que je trouvais bien le fait que tu mettes en lumière cette activité avec une approche et faire parler les acteurs de la location courte durée. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que tout le monde a à entendre les expériences de chacun. Et moi, si tu avais existé au moment où, en tout cas, je te connaissais pas, au moment où j'avais lancé mon activité, je pense que j'aurais bu pas mal de tes podcasts. Et non, le podcast n'existait pas encore. Si je te pose cette question, c'est parce que, comme tu es un fidèle auditeur, tu attends peut-être des choses particulières sur le podcast. Et je pense que maintenant, je vais dorénavant, vu que j'ai fait une intro un peu différente de d'habitude, je vais aussi demander à la fin à l'invité, donc qui est toi aujourd'hui, si tu as une recommandation d'un sujet à aborder ou d'un invité à me recommander. Ou un sujet ? Ouais. Bonne question. Bonne question. Moi, le sujet qui m'intrigue quelque part, parce que ça, c'est un peu une curiosité. Le sujet sur la force d'avoir une conciergerie qui est localement implantée, avec le fait que chaque secteur est différent, chaque force est différente. Mais je serais curieux de savoir comment les conciergeries s'adaptent à la puissance un peu économique de la localisation parce que nous, on est à Marne-la-Vallée, on a Disney, mais demain, dans le sud de la France ou vers Bordeaux, est-ce que des conciergeries mettent des activités autour des vignes, par exemple ? Enfin, voilà. Je suis curieux de ces sujets-là, moi, aujourd'hui, c'est de savoir comment une conciergerie qui est localement implantée puisse faire vivre une expérience client et guest avec les forces... En fonction de son secteur. Ouais, franchement, ça, c'est un vrai sujet sur lequel j'aimerais bien entendre... Une conciergerie à Strasbourg, une conciergerie à Bordeaux, une conciergerie à Marseille. Ça, c'est vraiment hyper intéressant, je trouve. Ok. Eh ben, ça tombe bien. Du coup, tu viens de demander aux auditeurs de me contacter si jamais ils sont dans ce cas-là. C'est vrai qu'à Strasbourg, marché de Noël, ça peut être sympathique. À Bordeaux, alors moi j'y suis, mais alors je vois pas trop ce qu'il y a de particulier. Ça peut être plutôt Saint-Émilion, ce sera les vignes. Voilà, ouais. Effectivement, une expérience dans les vignes. Il y a plein de villes comme ça. Tu parlais du Mans. Pourquoi pas aussi. Oui. Même s'il y a peut-être que cet événement, je connais pas le Mans, mais la force, elle appartient à la personne qui connaît la localisation. Et je suis curieux. Moi, en tout cas, je vais être. Si demain le sujet se lance, je vais être très curieux d'écouter les personnes que tu vas avec qui tu vas échanger.
Ok, du coup, si vous êtes auditeur et que vous écoutez cette fin d'épisode, contactez-moi en message, peu importe où c'est. Je réponds à tous les messages sur les réseaux sociaux. Si vous avez, vous êtes dans le profil d'une conciergerie localement implantée et qui utilise du coup les événements de sa ville pour proposer des expériences. Merci à Nicolas, en tout cas pour son idée, qui à mon avis intéresse aussi d'autres conciergeries. Merci pour cet échange, Nicolas. Merci à toi. Merci d'avoir été transparent sur ton démarrage, peut-être un peu chaotique, mais auquel on s'améliore avec le temps. Et c'est comme ça dans tout business, j'ai envie de dire. Donc, merci pour tout ça. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour les auditeurs pour un nouvel épisode. À plus tard. À bientôt.